Chacun de nous possède, sans l'avoir vraiment choisi, une petite réserve de gestes auxquels il revient quand la vie se durcit. Ce ne sont pas des principes, ni même des convictions. Ce sont des réflexes, appris jeunes, éprouvés depuis, et si bien installés qu'ils n'ont plus besoin d'être décidés. Nous les emportons partout, et nous nous en servons si constamment que nous n'avons jamais pris le temps de les regarder. Certains d'entre nous se durcissent. La mâchoire se serre, la tendresse devient un luxe qu'on ne peut pas s'offrir cette semaine, et l'on avance à la seule force du vouloir. D'autres se montrent, plus visibles, plus brillants, présents partout, sur l'idée que si l'on ne peut pas résoudre la difficulté, on peut au moins ne pas donner l'impression de la subir. D'autres encore accélèrent et se dispersent, disent oui à tout, se dépensent dans toutes les directions à la fois, parce que s'arrêter ressemblerait à un aveu. Il est presque 8 heures du soir. Une femme est restée assise dans sa voiture, en bas de son immeuble, moteur coupé, son sac encore sur les genoux. La semaine a été mauvaise, rien de dramatique, seulement l'accumulation de choses qui n'ont pas tenu. Elle ne monte pas encore. Elle rassemble quelque chose. Et ce qu'elle rassemble dans ces 3 minutes de parking, c'est exactement notre sujet. L'outil qu'elle va prendre pour tenir la soirée. Nous avons tous cet outil. Nous ne nous demandons presque jamais s'il fonctionne, parce que nous sommes toujours trop occupés à nous en servir pour l'évaluer. Le Tao Te Ching propose sur ce point un inventaire différent. Son auteur y écrit avec le calme de celui qui ouvre une bourse pour montrer ce qu'elle contient. J'ai 3 choses précieuses, je les tiens et je les conserve comme un trésor. La première s'appelle l'affection, la seconde s'appelle l'économie, la troisième s'appelle l'humilité qui m'empêche de vouloir être le premier. Lu comme une liste de vertus, ce passage s'éteint aussitôt et il ennuie. Nous avons tous entendu qu'il fallait être bon, mesuré et modeste. Ce n'est pas ce qui se dit ici. Les mots eux-mêmes demandent qu'on les desserre un peu, car les traductions les rendent plus solennels qu'ils ne sont. Le premier est plus proche de la tendresse d'une mère que de ce que nous appellerions la compassion. Ce n'est pas une bienveillance générale envers l'humanité, mais l'attachement chaud, partial, déraisonnable que nous éprouvons pour ce qui est à nous. Le deuxième est un mot de maison. Imaginons une maisonnée bien tenue dans un hiver difficile où rien ne se perd et où, précisément parce que rien n'a été gaspillé, il reste de quoi donner aux voisins qui frappent à la porte. Le troisième n'est pas un sentiment du tout, mais la description d'une place, ne pas passer devant. On peut l'observer en se sentant parfaitement sûr de soi. Rien n'est demandé de notre état intérieur, seulement de l'endroit où nous nous tenons. C'est un soulagement et il vaut la peine de le dire tôt. Aucun des 3 n'exige d'être déjà devenu quelqu'un de meilleur. Regardons maintenant ce que le texte fait ensuite, car c'est là qu'il devient étrange et qu'il mérite toute notre attention. Il explique à quoi sert chacune de ces 3 choses. Et ce qu'il dit, c'est que chacune est la source d'une puissance. Pas une jolie qualité. Une puissance exactement celles après lesquelles nous courons tous. J'ai de l'affection, dit-il. C'est pourquoi je puis être courageux. J'ai de l'économie, c'est pourquoi je puis être généreux. Je n'ose être le premier, c'est pourquoi je puis devenir celui que tous les hommes suivent. Arrêtons-nous sur la structure de ces 3 phrases, car elles font toutes
la même chose, et cette chose est déroutante. Chacune nomme une qualité douce, sans éclat, presque décevante, puis elle affirme que la qualité dure et éclatante que nous désirons tous en est le produit. Le courage sort de l'amour, la générosité sort de la retenue, l'influence sort du fait de rester en arrière. À chaque fois, ce que nous poursuivons directement est présenté comme le fruit de ce que nous sautons d'ordinaire. Puis vient la ligne qui fait sans doute le cœur du chapitre, et c'est un avertissement. Mais aujourd'hui, dit-il, on quitte l'affection pour s'abandonner au courage. On quitte l'économie pour se livrer à des profusions. On quitte le dernier rang pour rechercher le premier. Et cela conduit à la mort. Le diagnostic est d'une exactitude désagréable. Nous voulons le fruit, alors nous le coupons de sa racine. Nous voulons le courage sans l'amour, la générosité sans la retenue, la stature sans l'effacement. Et nous ne comprenons pas pourquoi ce que nous obtenons sonne creux, pourquoi son entretien nous coûte si cher, ni pourquoi il finit toujours par manquer. Prenons-les un par un, avec à chaque fois le trésor et sa contrefaçon. Notre époque a du courage une image très nette, et cette image est dure. Le courage est une armure. C'est celle qui n'éprouve rien, qui entre sans ciller dans la pièce difficile. Quand nous avons peur, nous essayons donc de devenir plus durs en supposant que la dureté est la matière dont la bravoure est faite. Et cela fonctionne un temps. La dureté fait traverser une réunion pénible. Elle fait traverser une semaine. Mais observons quelqu'un qui vit de dureté pendant 1 an. La personne devient cassante, puis fatiguée d'une fatigue que le sommeil ne touche pas, et elle cède un jour à un endroit que personne n'avait prévu. La dureté n'est nourrie par rien. C'est une crispation, et elle puise dans une réserve qu'elle ne remplit jamais. C'est ainsi que tant de gens très solides, pendant très longtemps, arrivent un matin à un effondrement que nul n'avait vu venir, à commencer par eux. Repensons maintenant au moment où nous avons été réellement courageux, pas ceux où nous avons joué la fermeté, ceux où nous avons vraiment fait la chose qui nous effrayait. Presque toujours, en regardant de près, il y avait de l'amour dessous. Une mère qui redoute les conflits entrera sans hésiter dans le bureau d'une enseignante pour parler de son fils, parce que la peur est simplement dépassée. Quelqu'un qui n'a jamais élevé la voix de sa vie la trouvera le jour où l'on humilie une amie devant lui et s'étonnera ensuite de ce qui est sorti de sa bouche. Une femme qui ne supporte pas les hôpitaux s'assiera chaque après-midi pendant 6 semaines au chevet de sa mère, faisant exactement ce qu'elle a évité toute sa vie, parce que celle qui est allongée là compte davantage que l'évitement. Aucune de ces personnes ne s'est endurcie. Elles n'en avaient pas besoin. Leur courage n'a pas été fabriqué par un acte de volonté. Il est arrivé tout seul, comme un sous-produit, parce que quelque chose qu'elles aimaient était en jeu et que cet amour était plus grand que la peur. C'est ce que dit le texte. L'affection est le moteur. Le courage est seulement ce qu'il dégage en tournant. Et voilà pourquoi il ne s'épuise pas, comme la dureté s'épuise. La dureté nous dépense, l'amour nous alimente. Celle qui agit par attachement peut soutenir pendant des années une difficulté qui briserait en quelques mois celle qui agit par pure volonté. Et elle en ressort usée sans être vidée, parce qu'elle a été nourrie tout du long par cela même qui l'y avait mise. Le chapitre va plus loin, dans une langue presque martiale.
Si l'on combat avec un cœur rempli d'affection, on remporte la victoire. Si l'on défend une place, elle est imprenable. On peut entendre cela comme une image. C'est plutôt une observation. Celui qui défend ce qu'il aime ne calcule pas si le prix en vaut la peine, et l'on ne peut donc pas l'user en augmentant le prix. Il n'y a rien à négocier avec lui. C'est une force que la dureté n'atteint jamais, parce que la dureté fait toujours en secret le compte de ce qu'elle peut encore supporter. Ainsi, quand le courage vient à manquer, la consigne n'est pas d'être plus brave. Elle est de retourner chercher dans la situation ce que nous aimons. Rendons cela aussi concret que possible, car c'est là que la chose devient utilisable. Nous avons presque tous, en ce moment, une conversation en attente. Un message que l'on doit à quelqu'un depuis trop longtemps. Une mise au point avec un collègue, une limite à poser à un proche qui demande davantage que ce que nous pouvons donner. Nous savons depuis 10 jours, très exactement, ce qu'il faudrait faire. La méthode habituelle consiste à se monter la tête, à répéter la version ferme de soi-même qui va enfin s'y mettre et à traiter sa propre réticence comme une faiblesse à écraser. Parfois cela marche et l'on en sort tremblant et vide plutôt que soulagé. L'autre méthode prend 30 secondes et change toute la texture de la chose. Avant de commencer, se demander pour qui on le fait. Les réponses sont en général juste là. Nous parlons à ce collègue parce que le travail compte, ou parce que le ressentiment abîme à bas bruit quelque chose que nous préférerions garder. Nous posons cette limite parce que nous voulons que la relation survive et qu'à ce rythme, elle ne survivra pas. Nous envoyons ce message difficile parce que cette amitié mérite une parole honnête plutôt qu'un retrait lent et silencieux. La difficulté ne disparaît pas, mais le carburant change et le corps le sent, qui est ici l'instrument le plus fiable. Le courage bâti sur la dureté a quelque chose de serré, de contracté. Le courage bâti sur l'attachement est plus lourd et plus calme. Il pèse davantage et il agrippe moins. De là un test très simple que l'on peut emporter dès demain. Avant une chose difficile, demandons-nous ce qui nous pousse réellement. Si la réponse honnête est que nous ne supportons pas de reculer ou que nous voulons prouver quelque chose à quelqu'un, nous marchons à la dureté et cela coûtera plus que de raison et nous laissera vides même en cas de succès. Si la réponse honnête nomme une personne ou une chose qui nous tient à cœur, le sol tiendra. Les deux se ressemblent beaucoup dans la première heure. Ils n'ont plus rien de commun au 3e mois. Et cette différence est décisive, car la plus grande part du courage qu'une vie demande n'est pas le courage spectaculaire, mais le courage long. Revenir 2 ans de suite dans une situation difficile. Rester douce avec une adolescente qui ne l'est pas. Continuer à travailler honnêtement là où l'honnêteté n'est pas récompensée. La dureté ne sait rien faire de tout cela, parce qu'une crispation ne se tient pas pendant 2 ans. Le deuxième trésor s'entend d'abord comme un conseil d'épargne, et il est bien plus étrange que cela. Le texte affirme que c'est la retenue qui rend possible le grand don. J'ai de l'économie, c'est pourquoi je puis être généreux. Notre instinct dit l'inverse. Nous imaginons les gens généreux larges, ouverts, disponibles, disant oui. Et nous voyons dans la retenue une petite qualité un peu sèche, réservée à ceux qui comptent. Mais observons ce qui arrive à celle qui dit oui à tout. Les enfants ont une mère distraite qui répond en faisant défiler un écran
d'une main. L'ami en difficulté reçoit un message chaleureux et aucune visite. Le conjoint récupère ce qui reste à 11 heures du soir et il ne reste pas grand-chose. Elle est généreuse envers tout le monde en général et envers personne en particulier. Son don a été étalé si mince qu'il ne peut plus rien pour quiconque. Ce n'est pas l'amour qui lui manquait, c'est l'économie. Et sans économie, l'amour n'a pas pu être livré. Voilà ce que désigne le chapitre. Pour donner substantiellement à quelque chose, il faut avoir refusé à beaucoup d'autres choses. Celle qui peut tout laisser pour une amie en détresse et celle qui ne s'était pas déjà engagée 9 fois cette semaine-là. Le père réellement présent au dîner est celui qui a laissé son téléphone dans une autre pièce. Tout don véritable repose sur une pile de refus discrets que personne ne voit et dont personne ne remercie. La contrefaçon, ici, c'est le geste, l'acte de don visible, spectaculaire, coûteux, accompli d'un coup et qui ne laisse rien derrière lui. La grande promesse faite chaleureusement en fin de dîner est jamais tenue. L'énorme effort déversé sur quelqu'un, le temps d'un week-end, après des mois d'absence et avant des mois d'absence encore. Le geste est le cousin voyant de la générosité. Il est facile et il est surtout pour celui qui le fait. La générosité véritable est beaucoup moins excitante et beaucoup plus utile. Elle est disponible, répétée, en quantité ordinaire, sur une longue durée. Et elle n'est tenable que si la réserve est défendue, ce qui fait de la retenue et du don une seule pratique et non deux. Ménager est ce qui permet de dépenser. Nous avons parlé, il y a quelque temps, de la fidélité à soi-même, de ces promesses que l'on se fait le soir et que l'on ne tient pas le matin, et de la manière dont une parole donnée trop facilement finit par ne plus rien valoir. C'est le même principe, tourné vers le dehors. Ce qui se dépense partout à la légère n'est disponible nulle part en particulier. Une eau doit être rassemblée avant de pouvoir être versée. Il y a là un point plus discret et qui nous concerne presque tous. Beaucoup d'entre nous sont chroniquement, invisiblement dépensés, pas en plaisir, en obligation, en disponibilité de faible intensité, dans cette petite fuite permanente qui consiste à demeurer joignable et réactif pour tout. Et nous nous étonnons ensuite de n'avoir plus rien à donner à ceux à qui nous voudrions le plus donner. La réponse n'est pas, en général, que nous serions devenus égoïstes, c'est que nous avons été généreux dans la mauvaise direction, envers personne en particulier, toute la journée, tous les jours, pendant des années. L'économie est la manière de récupérer cela. Et voici où elle se joue un matin ordinaire. À 11 heures, 4 personnes ont déjà demandé quelque chose. Aucune demande n'est déraisonnable. 2, nous avons envie de les accepter. Une vient de quelqu'un qu'il serait délicat de refuser. La dernière prendra 20 minutes et une longue expérience nous dit qu'elle en prendra 3 heures. Ce que nous ferons dans les 90 secondes qui suivent décidera de notre soirée plus sûrement que tout le reste de la journée. Cela soulève une question qu'il vaut la peine de tenir et que le texte ne tranche pas pour nous parce qu'il ne le peut pas. Cette réserve, nous la gardons pour quoi ? La retenue sans destination n'est que de l'avarice et elle rétrécit ceux qui la pratiquent. Ménager une ressource n'a de sens que s'il existe quelque chose à quoi nous la destinons. Il vaut donc la peine de savoir clairement ce que c'est. 2 ou 3 personnes, un travail, une certaine manière d'être présente dans sa propre maison entre 6 et 9 heures du soir.
Quand la destination est connue, les refus cessent d'être des privations et deviennent ce qu'ils sont, la protection de ce qui compte. Et quand elle ne l'est pas, chaque refus paraît mesquin, ce qui explique très bien pourquoi nous ne parvenons pas à les tenir. La version pratique en est presque gênante de simplicité. Nommez la destination une fois cette semaine, l'écrire si cela aide. Alors la question de 11 heures cesse d'être « ai-je le temps ?», qui reçoit toujours la même réponse et devient « est-ce que cela se prend sur ce que j'ai déjà promis ailleurs ?» Le troisième trésor est le plus étrange des trois et le plus difficile pour une oreille moderne. L'humilité, dit-il, qui m'empêche de vouloir être le premier. Et son fruit est la plus grande affirmation du chapitre « Je n'ose être le premier. C'est pourquoi je puis devenir celui que tous les hommes suivent. » Tout autour de nous plaide contre cette phrase. On nous apprend plus ou moins explicitement que l'influence se prend, qu'il faut se positionner, se mettre en avant, être visible, être devant. Et une part de cela est simplement pratique. Personne ne peut suivre ce qu'il ne voit pas. Mais regardons attentivement les personnes qui ont réellement de l'influence sur nous. Pas les voix les plus fortes, ni les audiences les plus larges, celles dont la vie nous fait vraiment changer d'idée. La collègue dont chacun attend discrètement la lecture d'une situation. L'ami que l'on appelle quand une décision compte. Cette figure plus âgée dont nous cherchons encore l'approbation des années après. Presque aucune d'entre elles n'était de celles qui poussaient pour être devant. Ce sont en général des gens qui placent le problème ou l'autre personne avant la question de leur propre apparence. Et c'est précisément parce qu'ils ne gèrent pas visiblement leur position que nous leur faisons confiance. Nous escomptons instinctivement le jugement de quiconque nous semble en train de passer une audition, parce que celui qui a besoin d'être premier ne peut pas être compté sur pour nous dire la vérité, quand la vérité le dessert. Le même texte dit ailleurs que celui qui veut être au-dessus des hommes doit, par ses paroles, se mettre au-dessous d'eux, et que celui qui veut marcher devant doit se placer derrière. Puis il ajoute une ligne d'une beauté durable. Comme il ne dispute à personne le premier rang, personne ne peut le lui disputer. Celui qui ne se bat pas pour une place ne peut pas en être délogé, parce qu'il ne la tient contre personne. La contrefaçon ici, c'est l'avancement de soi, déguisé en contribution. La remarque en réunion qui porte nominalement sur le projet et réellement sur celle qui parle. L'offre d'aide généreuse, qui est en vérité une revendication de territoire. Nous le faisons tous, la plupart du temps sans le remarquer, et c'est bien pourquoi il s'agit d'une pratique et non d'un trait de caractère. Notons aussi ce que ce trésor n'est pas, car c'est celui que l'on comprend le plus souvent de travers. Il n'a rien à voir avec l'effacement, ni avec le fait de mal penser de soi, ni avec le refus du mérite. Il décrit quelqu'un qui a cessé d'organiser sa conduite autour de sa propre préséance. Cette personne parle encore. Elle fait encore un travail excellent. Elle nous dira encore franchement que nous nous trompons. Elle a seulement cessé d'avoir besoin d'arriver la première et l'énorme énergie que la plupart consacrent à arriver les premiers lui demeure disponible pour autre chose. C'est pour cela qu'on finit par la suivre, non comme une récompense de sa modestie, mais comme la conséquence directe de l'endroit où son attention était libre d'aller.
Soyons honnêtes sur ce que cela coûte. Sinon, la chose paraît plus facile qu'elle n'est. Imaginons un milieu d'après-midi. Une réunion, une discussion de famille, n'importe quelle pièce où se prend une décision. Quelqu'un parle qui comprend la situation moins bien que nous. Un silence approche et l'on sent monter l'impulsion, tout à fait ordinaire et humaine, de s'établir, de faire savoir où se trouve la véritable compréhension dans cette pièce. Ne pas prendre ce silence est réellement inconfortable, et l'inconfort n'a rien d'imaginaire. Il arrivera de voir quelqu'un s'attribuer une idée qui était la nôtre. Il arrivera de se taire pendant qu'une personne qui en sait moins oriente une décision. Aucun tour de passe-passe ne rend cela agréable. Ce qui aide, c'est de se rappeler l'échelle de temps. Une place prise par l'affirmation doit être reprise sans cesse dans chaque pièce, indéfiniment, puisqu'elle repose sur la dernière impression produite. Une place qui s'accumule parce qu'on est utile et honnête n'a pas besoin d'être défendue, puisqu'elle n'est tenue contre personne. L'une est une performance à répéter, l'autre est une réputation qui reste là, tranquillement. L'inconfort est donc réel et il est bref. Cela vaut la peine de le savoir les après-midi où il ne paraît pas bref. Et dans ce silence se cache une pratique minuscule, qui est peut-être le plus utile de tout ce chapitre. Avant de parler, se demander si c'est le point qui a besoin d'être fait, ou nous. Parfois le point a vraiment besoin d'être fait, et il faut alors le faire simplement, sans s'excuser. Mais nous serons surpris de la fréquence avec laquelle la réponse honnête est l'autre. Ces trois choses ne sont pas trois conseils séparés et il vaut la peine de dire pourquoi elles tiennent ensemble. C'est qu'elles se soutiennent l'une l'autre. L'affection sans économie se consume, qui s'attache à tout sans retenue est épuisée en un an et n'aide plus personne. L'économie sans affection tourne à l'accumulation. Une petite vie soigneuse défendue contre tous, qui est une pauvreté déguisée en sagesse. Et se tenir en arrière, sans les deux autres, n'est plus que de la passivité. Quelqu'un qui n'avance pour rien parce qu'il ne tient assez à rien. Prises seules, chacune tourne. Tenues ensemble, chacune fournit ce qui manque aux autres. L'amour donne une raison d'agir, l'économie rend l'action tenable sur des années plutôt que sur des semaines. Le retrait maintient l'action dirigée vers la chose elle-même plutôt que vers notre reflet dedans. C'est pourquoi il dit les tenir toutes les trois et les garder comme un trésor, et pourquoi l'avertissement de la fin nomme les trois échecs d'un seul souffle. Quitter l'affection pour le courage, quitter l'économie pour la dépense, quitter le dernier rang pour le premier. C'est une seule erreur commise à trois endroits, et l'erreur est toujours la même. Nous voulons la chose visible, et nous sautons la chose invisible qui la produit. Reste alors la question honnête. Si c'est ainsi, pourquoi continuons-nous ? Parce que le fruit est rapide et la racine est lente. La dureté fonctionne cet après-midi. L'amour met des années à devenir quelque chose sur quoi s'appuyer. Le grand geste produit son effet au dîner de ce soir. La disponibilité tranquille se prouve sur une décennie. Se mettre en avant se remarque ce trimestre. Devenir quelqu'un dont le jugement fait autorité demande une demi-vie de travail. Sous la pression, et nous sommes sous pression la plupart du temps, nous prenons ce qui paie avant vendredi. Et les racines sont invisibles, si bien qu'elles semblent ne pas compter. Personne ne voit les invitations déclinées pour qu'il reste quelque chose à la maison.
Personne n'applaudit l'instant où nous avons décidé de ne pas faire de la réunion une affaire personnelle. L'appareil est caché, le fruit est public, et nous finissons par croire que le fruit est toute la plante. Une difficulté mérite d'être nommée avant de conclure. Les contrefaçons se repèrent très bien chez les autres et presque pas chez soi, parce que de l'intérieur, elles arrivent toujours accompagnées d'une histoire raisonnable. Ma dureté est nécessaire en ce moment. Mon surengagement est ce que fait une personne responsable. Ma mise en avant sert seulement à ce que le bon travail soit vu. Chacune de ces phrases peut être vraie et c'est exactement ce qui rend l'exercice difficile. La seule issue est de poser la question avec douceur plutôt que comme une accusation. Non pas suis-je quelqu'un d'intéressé qui demeure sans réponse. Simplement, à quoi servait cette chose-là? L'implication pratique, elle, est plutôt heureuse. Pour être plus courageux, nul besoin de devenir plus dur, ce qui tombe bien, car la plupart d'entre nous ne le peuvent ni ne le devraient. Il faut trouver dans la situation ce que nous aimons et se tenir dessus. Cela est à la portée de chacun aujourd'hui. Pour être plus généreux, nul besoin de trouver davantage à donner. Il faut arrêter la fuite, ce qui est possible aujourd'hui aussi, et consiste surtout en choses que nous ne ferons pas. Pour que notre voix porte, nul besoin de mieux se vendre. Il faut tenir davantage à la question qu'à notre place dans la pièce. Et les autres sentiront la différence longtemps avant de pouvoir l'expliquer. Dans les trois cas, le travail se fait à la racine, plus silencieusement, plus lentement, avec beaucoup moins de satisfaction immédiate. Et dans les trois cas, le fruit vient tout seul, sans avoir été poursuivi, ce qui est toute la logique de ce chapitre et, d'une certaine façon, toute la logique de cette tradition. Revenons alors à notre point de départ et à cette femme immobile dans sa voiture en bas de chez elle. Nous avons déjà chacun une trousse d'outils pour les moments durs. Nous ne les avons pas choisis délibérément. Nous les avons ramassés jeunes dans une famille, un métier, une saison difficile, à un moment où ils étaient vraiment ce qu'il y avait de mieux à prendre. Il faut leur être reconnaissant. Ils nous ont menés jusqu'ici. Mais il vaut la peine de se demander, au moins une fois, s'ils sont encore les bons, si la dureté qui nous a fait traverser nos 20 ans nous sert encore, si le oui à tout est toujours de la générosité, ou s'il est devenu à bas bruit une fuite. Si le besoin d'être devant, qui nous a jadis donné un appui, ne coûte pas aujourd'hui davantage qu'il ne rapporte. Et il vaut la peine de remarquer qu'un homme très loin de nous, occupé de la même question, a répondu qu'il portait 3 choses et les gardait comme un trésor. L'affection, l'économie et ne pas vouloir être le premier. Ce ne sont pas des choses impressionnantes à porter. Personne ne les verra. Mais tout ce que nous voulions vraiment poussait déjà sur elles.